Benoît Hamon, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. La paix. Nous allons parler de la paix. Près de 70 chefs d'État et de gouvernement réunis à Paris pour célébrer le centenaire de l'armistice de la Grande Guerre. Dans son discours, Emmanuel Macron a appelé à refuser, je cite, la fascination pour le repli, la violence et la domination. Les démons anciens ressurgissent. Et il a ajouté, des idéologies nouvelles manipulent les religions. Le nationalisme est l'exact contraire du patriotisme. Le nationalisme en est la trahison. Vous adhérez? Vous dites la même chose? Je trouve que c'était un très beau discours. Indiscutablement, le président de la République a fait un beau discours à la hauteur de l'événement que l'on célébrait, c'est-à-dire ou que l'on commémorait, puisqu'il y a eu quand même des millions de morts. Mais c'était la paix, c'était la victoire de la France et de ses alliés, et c'était un discours à la hauteur de l'enjeu. Mais, parce qu'il y a un mais, je trouve qu'il y a quelque chose chez Emmanuel Macron du mentir vrai. Le mentir vrai, c'était cette formule qu'avait Aragon, qui lui avait combattu en 14-18, qui lui avait été décoré et parlait du mentir vrai. Parce que je considère que les actes d'Emmanuel Macron sont très éloignés de ces beaux discours. C'est que on pourra lui reconnaître d'avoir fait beaucoup de beaux discours et je reconnais que celui-là en était un. Mais c'est un discours qui honore la France aussi. Mais devant des chefs, je veux illustrer devant des chefs d'État étrangers qui, moi je défends pas Emmanuel Macron, c'est pas la question, mais qui, eux, semblaient parfois ailleurs. Oui, mais vous l'avez remarqué. Oui, mais je vais faire la remarque suivante. Pour ce qui est de notre responsabilité à nous, la France. À nous. On veut la paix, mais on vend des armes à l'Arabie Saoudite qui massacre des Yéménites. Et on ne change rien à cela. On veut la paix. On veut la paix en Europe, on s'inquiète de la dislocation de l'Europe en lien avec les nationalismes, mais on ne regarde pas les causes du nationalisme. Et les causes du nationalisme, ce sont souvent le fait que là où les nationalistes veulent la concurrence entre les nations, Emmanuel Macron, lui, veut la concurrence, même la défend entre les individus, et une concurrence impitoyable qui, à mon avis, a un lien direct avec le fait qu'aujourd'hui, beaucoup se rallient à la loi du plus fort. Il défend des politiques d'austérité qui cassent le droit du travail, cassent les services publics, et s'étonne après de la désespérance qu'il y a sur le terrain et qui peut amener des électeurs à choisir la voie nationaliste. Donc on voit qu'il y a là un décalage, qui est un décalage très fort entre les actes qu'il pose et le discours qui est le sien. Et moi, je pense qu'on doit toujours tirer des leçons de notre histoire. Et les leçons de notre histoire, c'est de regarder qu'est-ce qui est responsable aujourd'hui de cette inquiétude profonde des Français, de la colère qui est la leur. Il ne faut surtout pas mépriser cette colère. C'est pour ça que regarder notre histoire, c'est aussi savoir qu'il ne faut pas mépriser la colère, même si elle apparaît, elle vous embête, si elle vous gêne, si pour un président de la République comme Emmanuel Macron, elle l'embarrasse. La colère des Français aujourd'hui, elle peut nourrir le nationalisme. Il va à l'encontre de la colère lorsqu'il va rencontrer les Français lors de son itinérance, par exemple. Il a même dit qu'il allait continuer cette itinérance dans d'autres régions, à d'autres occasions. Soyons clairs. Oui. C'est sympathique d'aller passer la main sur la nuque des gens et de leur dire arrêtez de vous plaindre, on vous demande des sacrifices, après tout, ils ne sont pas si importants que cela, de continuer à fermer des lignes de chemin de fer, de fermer des maternités, de fermer des hôpitaux, d'augmenter la CSG sur les retraités, d'augmenter les taxes sur le carburant qui pèsent toujours sur les mêmes. On fait tout cela d'un côté, et ensuite on s'inquiète ou on s'étonne qu'il y ait aujourd'hui de la colère dans ce pays. Bon, alors là, il faut redevenir un tout petit peu sérieux. Moi, mon problème aujourd'hui, c'est que je considère que le président de la République est devenu un spécialiste du mentir vrai. Il est aujourd'hui, c'est presque permanent dans son discours. Il continue à nous décrire un monde qui est un monde très éloigné de ce que vivent aujourd'hui les Français. Mais lorsqu'il dit, nous allons revenir à la colère évidemment, et notamment la colère du 17, lorsqu'il dit le patriotisme, enfin c'est Romain Gary qui le dit, mais finalement il reprend ses mots, le patriotisme c'est d'abord l'amour des siens, le nationalisme c'est d'abord la haine des autres, c'est ce qu'il reprend en quelque sorte, mais lorsqu'il oppose patriotisme et nationalisme. Oui, mais pourquoi est-il complice de messieurs Orban et Salvini sur les migrants? De qui est-il complice aujourd'hui Emmanuel Macron? Est-ce qu'il porte haut et fort ce qui devrait être le grand discours de la République française aux valeurs universelles voulues par les révolutionnaires et les constituants comme universelles, qui était ce devoir d'hospitalité, pas à l'égard de dizaines, de centaines de milliers de personnes, de quelques milliers de personnes en danger de mort? Est-ce qu'il porte ce discours-là ou est-il complice, au contraire, des Salvini et des Orban? Il est complice des Salvini et des Orban? J'affirme ici que la politique
d'Emmanuel Macron, pas ses discours, ce qu'il fait, le rend complice de l'extrême droite et des nationalistes en Europe sur la question des migrants. Et je vous dis, il n'est pas le rempart à ces gens-là. Il n'est pas le rempart. S'il devait être le rempart, qu'il abandonne une politique qui casse les services publics, qui remettent en cause l'austérité, qui remettent en cause le fait qu'on exige des sacrifices des retraités, mais pas de Total. Je me mets aussi à la place du peuple. Benoît Hamon, lorsque vous, le premier, pas que vous employez sans cesse le mot populisme, le peuple, et que vous dénoncez le populisme, le peuple pense... On dénonce le peuple. Là, moi, attendez, vous me mettez sur un terrain. Moi, je dénonce ceux qui font ceux qui font financièrement les poches des électeurs Macron et ceux qui font électoralement les poches des Français, ceux qui aujourd'hui disent oh là là, dès qu'il y a une colère, dès qu'il y a une protestation, on est avec vous. Moi, je considère aujourd'hui qu'il faut défendre un projet positif. J'ai pas envie d'être dans la nostalgie comme beaucoup de gens de gauche le sont. J'ai envie de regarder ce qui se passe. Alors, on me pose la question de la transition écologique et on me demande très concrètement est-ce que les hausses des prix des carburants c'est la bonne chose et je dis tout de suite mais non, aujourd'hui prise séparément de ce qu'il faudrait faire, ça n'est pas une bonne chose. Pourquoi ? Moi, ce que je ferais, c'est d'abord commencer par taxer Total. Trouvez-vous normal que l'entreprise qui fait 10 milliards de dollars de bénéfices ne mette pas une goutte au financement de la transition écologique ? Total paie des impôts et beaucoup d'impôts en France. Très peu, et bénéficie du crédit d'impôt. Bénéficie de crédit d'impôt. De combien ? De plusieurs millions, dizaines de millions d'euros. Financés par quoi, au fait ? Par la taxe carbone. Rendez-vous compte, vous allez payer de la taxe carbone comme automobiliste. Cette taxe carbone, elle finance quoi ? Les crédits d'impôt qui vont bénéficier notamment à Total. Si vous trouvez ça normal, moi je ne trouve pas ça normal. J'ajoute qu'il y aurait des mesures que Emmanuel Macron ne prend pas. Pourquoi est-ce qu'on taxe pas le kérosène des avions ? Pourquoi est-ce qu'on taxe pas le kérosène des bateaux ? Pourquoi est-ce que certaines entreprises en sont exonérées ? Des bateaux des pêcheurs ? Oui, non mais attendez, on peut poser des principes. On peut poser des principes qui permettent d'accompagner un certain nombre de professions ou de faciliter pour certains l'exercice tout simplement de leur profession. Mais est-ce que vous trouvez normal aujourd'hui qu'il n'y ait qu'un seul pigeon en fait dans l'affaire, qui ne voit rien en termes de transition écologique, ce soit l'automobiliste qui n'a pas d'autre choix que de prendre sa voiture. J'ajoute, qui prend sa voiture ? Celui qui n'a pas d'alternative en termes de service public. Alors pourquoi est-ce qu'on continue à fermer des petites lignes au nom du fait que c'est pas rentable ? Chaque fois qu'on ferme une petite ligne parce que ça n'est pas rentable, on encourage quoi ? L'usage de la voiture. Donc moi je propose quoi ? Ou l'usage du covoiturage, ou l'usage du car, ou l'usage d'autres usages. D'autres façons de se déplacer. Oui, le car en même temps, ça utilise aussi du gasoil. Oui, donc, vrai. Je termine. Baisse allez-y. de TVA à taux réduit sur quoi ? Les transports en commun. TVA à taux réduit sur l'achat d'un véhicule propre. Taxe sur les grands opérateurs, notamment ceux qui, pardon de le dire, font des bénéfices considérables. Mais qui vient de se voir autoriser le permis de forêt en Atlantique ? Total, au large de la Guyane. Pourtant, là encore, grand discours du président de la République. C'est pas encore terminé cette affaire, apparemment. Ouais, d'après ce que dit. Moi, j'aime pas faire des. Bruno Le Maire lundi dernier. Ouais, il a été clair ou il a été non, pas clair. Voilà. Oui, parce qu'on est à peu près, ben voilà, parce qu'on est à peu près certain que sur cette affaire-là, le lobby des énergies fossiles continue à fonctionner. Et moi, je voudrais dire que ce que j'attendrais du président de la République, en fait, on parle de la taxe sur les carburants. Oui. On sait qu'aujourd'hui, si on mobilise nos ingénieurs, nos chercheurs, les étudiants, les citoyens, les salariés, nous pouvons arriver à une économie entièrement décarbonée en France en 2050. Les scénarios existent, ils sont sur la table du gouvernement. On peut le faire en matière d'économie circulaire, de mobilité propre, d'habitat, en transformant notre modèle agricole, on peut le faire. Ce qui aurait été la formidable de la part du président de la République, au-delà d'un discours que moi j'aurais applaudi, c'est qu'il mobilise la nation autour de cet objectif-là. On peut, parce que c'est la vie de nos enfants qui est en jeu, se retrouver, mobiliser nos énergies. Mobilise là pour contester, enfin la nation, une partie de la nation va se mobiliser le 17 pour contester les hausses de carburant, entre autres. En fait, c'est une colère fiscale sur le pouvoir d'achat qui va s'exprimer. Mais la goutte qui a fait déborder le vase, si je puis dire, j'aime pas trop ce cliché, ce sont les carburants. Est-ce que vous vous associez ? Est-ce que vous vous associez samedi à ce qui va se passer ? Je comprends profondément ce qui va se passer et ce qui se passe. Je comprends que aujourd'hui, des Français disent il y en a marre qu'on soit toujours les mêmes, que ce soit toujours les mêmes qui soient tondus. En clair, qu'on voit que les plus grandes fortunes sont exonérées de tout. D'ailleurs, la seule chose qu'on ne taxe plus dans ce pays, c'est la fortune.
eux ont bénéficié d'une baisse de leurs impôts, tous les autres les voient augmenter. Donc c'est quand même un décalage assez incroyable. Donc je comprends cela. En même temps, je vais vous dire, j'irai, c'est une manifestation d'initiative non partisane, et j'ai vu immédiatement le Front National venir essayer de récupérer tout ça. Donc nous, on fera pas les poches électorales des citoyens français. Donc qu'ils manifestent. Pas manifester, et vous n'encouragez pas ceux qui sont proches de vous à y aller. Ceux qui pensent qu'ils... Alors là, je suis très tranquille et très laïque en quelque sorte là-dessus. Si vous avez envie d'exprimer sur la question des carburants, mais plus globalement, sur la disparition du service public, sur le fait qu'on peut plus prendre le train, sur le fait qu'on n'a plus le droit... Alors vous parlez d'impôts. Oui. Est-ce que vous trouvez normal, et moi je ne le trouve pas normal, quand vous habitez dans l'Indre, dans une sous-préfecture, ou les Pyrénées-Orientales dans une sous-préfecture, vous payez les mêmes impôts quand vous gagnez 2000 € que quelqu'un qui habite en région Île-de-France. Vous payez les mêmes impôts, et vous avez le droit à 2 fois, sinon 3 fois moins de services publics. En termes de crèches, en termes d'hôpitaux, en termes de transport, etc. Au nom de quoi est-ce qu'aujourd'hui on a l'égalité devant l'impôt, mais l'inégalité devant les services publics? Eh bien, si vous voulez protester contre cela, moi, objectivement, très sincèrement, je vous dis, faites-le. Alors j'ai des questions précises. Justement, est-ce que vous trouvez injuste cette nouvelle hausse des taxes sur les carburants qui va intervenir au mois de janvier? Est-ce que vous demandez un moratoire sur cette hausse des taxes? François Hollande la trouve injuste. Oui, François Hollande l'a trouvé. Oui, mais j'entends quand même voter la taxe carbone et qui, enfin bon. Moi, je veux essayer d'être cohérent. Moi, je suis favorable à la transition écologique. Oui. Ce que je dis, pourquoi est-ce que j'ai parlé d'arnaque écologique? Mais il faut assumer. Oui, mais sauf qu'il y a. Donc, non, mais Jean-Jacques Bourdin, oui, j'assume moi de dire que demain, il faudra une fiscalité écologique qui nous détourne des énergies fossiles. Vous demandez la fin du diesel en 2025. Exactement. Mais sauf que moi, je ne propose pas de désinvestir dans les transports en commun. Non, je ne propose. Oui, mais sauf. Là, en l'occurrence, la taxe. Je vous parle de cette taxe. Vous la prenez isolément. Oui, mais isolément. Mais moi, j'y suis défavorable. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on fait croire qu'il s'agit d'une fiscalité écologique quand on sait que sur les 4 milliards supplémentaires, il n'y a même pas 1 milliard d'euros qui va à la transition écologique. Donc on n'est pas dans le financement de la transition écologique. Et quand c'est 1 milliard quand même. Mais vous croyez que c'est une affaire d'1 milliard? Non. On sait très bien qu'aujourd'hui, on a besoin d'investir massivement. Il y a toute une série de décisions que ce gouvernement ne prend pas. Je l'ai dit, les avions, les taxes sur Total. Alors, dites-moi, est-ce que le carburant défiscalisé dont bénéficient, je ne sais pas moi, les entreprises du travail public, les agriculteurs, est-ce que vous revenez sur cette défiscalisation du gazole? Alors, je pense qu'il faut mettre tout sur la table. Et si nous voulons... D'abord, il faut qu'il y ait des alternatives. Si vous n'avez pas d'alternative, vous vous retrouvez avec le poids d'une charge fiscale supplémentaire sur les épaules. S'il n'y a pas d'alternative, à minima, il faut des compensations pour ceux qui doivent être finalement désintoxiqués du fossile. Défiscalisation. Mais ce que je pense aujourd'hui, vous l'avez même dit. Oui, mais ce qui est indispensable, c'est que non seulement on revienne sur tout ce qui encourage aujourd'hui les véhicules diesel, tout ce qui encourage l'utilisation d'énergie fossile, mais qu'il faut massivement investir dans les alternatives. Sinon, vous mettez tout le monde dans une impasse. Dites-moi, quand vous étiez ministre à l'époque des bonnets rouges, vous parliez de chantage exercé sur le gouvernement. Mais moi, je me souviens. Pourquoi? Parce qu'on était en train de faire de mettre en place des portiques. Vous vous souvenez? Oui. Je me souviens de cette bonne idée. Je pense qu'il y avait une C'était une bonne idée. Oui, mais évidemment, moi, j'étais favorable à ce qu'il y ait, notamment pour les transports de poids lourds, et parce qu'aujourd'hui, on renonce à tout ce qui pourrait nous permettre finalement de moins utiliser des véhicules qui sont des véhicules qui ont un impact négatif sur notre santé, sur le réchauffement climatique, comme sur le fait qu'on absorbe des particules fines. Je rappelle que ceux qui sont les premières victimes de cette dégradation de l'environnement sont les classes populaires, ceux qui n'ont pas d'autre choix que de vivre à côté d'un axe routier important, ceux qui n'ont pas d'autre choix que de vivre dans une passoire énergétique, c'est-à-dire un logement qui est mal isolé, etc., etc. Donc oui, moi je crois que l'écologie c'est social. Sauf qu'aujourd'hui, on est en train de faire, de transformer ce qui est une politique indispensable pour les générations futures, c'est-à-dire nos enfants. On la transforme en un objet qui vient pénaliser uniquement ou principalement ceux qui sont déjà victimes du réchauffement climatique et des pollutions. Mais donc, pas les autres. Vous dites que les transporteurs devraient payer une vignette, par exemple. Moi, je pense que tout le monde doit être mis à contribution. Le monde économique comme les particuliers. Ce que je dis, c'est que aujourd'hui, nous n'avons pas
les politiques d'investissement dans la transition énergétique et écologique qui permettraient qu'il y ait des alternatives. Et c'est ça qui me gêne profondément, c'est que, en fait, vous mettez les personnes dans une impasse. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix que d'aller manifester le 17. Quoi. Pas d'autre choix. Ceux qui le veulent le feront, oui. Mais moi, ce que je vous dis, je pense que cette colère n'est pas illégitime. Dès lors qu'elle ne se transforme pas, c'est là où le Front National est, à mon avis, dans un double jeu, qui est un double jeu que je dénonce, dès lors qu'elle ne se transforme pas en une forme de jacquerie contre tout ce qui relève de l'autorité publique, la démocratie, le parlementarisme et le principe de l'impôt. Moi, l'impôt, j'y suis favorable, à condition qu'il soit juste. Or, aujourd'hui, il ne l'est pas. Et c'est ça que les Français rejettent. Ils vous disent, moi je paye autant d'impôts que quelqu'un en Ile-de-France, j'ai 2 fois moins de services publics. Je paye plus d'impôts, pourquoi est-ce que les grandes fortunes de ce pays en payent moins ? Je paye de l'impôt sur le carburant, pourquoi Total, qui vit des énergies fossiles et donc est un des principaux pollueurs, aujourd'hui, un des principaux responsables du réchauffement climatique, ne paye rien de plus ? Si vous voulez qu'il y ait une fiscalité nouvelle qui soit mise en place, eh bien elle devrait reposer sur ceux qui font un bénéfice avec l'exploitation des ressources fossiles. De la même manière, je serai président de la République, je me tournerai vers les banques et je leur dirai, celles qui continuent à financer ou à aider aux investissements en matière d'exploitation des ressources fossiles, celles-là aussi, parce que leur contribution est négative sur l'environnement, celles-là aussi seront taxées parce que ces politiques-là ne sont plus souhaitables. Voilà des exemples. Voilà comment on change structurellement de modèle de développement. Je vois que vous êtes pas juste par une taxe carburant. Voilà un programme européen tout trouvé, parce que programme européen et national. Oui, national et européen. Emmanuel Macron a beaucoup parlé de souveraineté européenne. Vous l'avez remarqué aussi pendant ces jours-là, ces quelques jours, souveraineté européenne. Oui, vous aussi, vous dites la même chose. Il faut une souveraineté européenne. On est bien d'accord. Il faut déjà de la démocratie européenne. C'est-à-dire qu'on a l'impression que quand on vote pour un parlementaire européen, ça a une influence sur votre vie. Or, aujourd'hui, on a le sentiment que quand on vote, mais c'est valable aussi au niveau français, ça ne change à peu près rien à ce qui se passe, qui est une forme de permanence ou de continuité des choix politiques. En Europe, il y a une raison à cela. C'est qu'on a donné le pouvoir à la technocratie. Et que le politique s'est finalement effacé. Les lobbies et la technocratie. Moi, je crois en l'Europe. Je ne vais pas être de ceux qui disent... Vous êtes un Européen convaincu. Convaincu. Parce que je pense que si on abandonne cela, alors là je vais être très clair avec vous, le retour aux nations, c'est le retour à la concurrence entre les nations. Et la concurrence entre les nations, elle amènera à des disputes et à des conflits qui, inévitablement, peuvent précipiter des oppositions qui peuvent conduire à la guerre. Moi j'en suis profondément convaincu parce que... C'est même une inquiétude ? Oui, il y a la montée aux extrêmes, elle est partout. C'est là que la responsabilité de Macron est double, parce qu'il est président de la République, qui s'est fait élire, souvenez-vous, contre Marine Le Pen. Il a appelé tout le monde à voter contre le danger de l'extrême droite. Alors pourquoi n'en tire pas... Vous avez voté pour lui ? J'ai voté pour lui au second tour, parce que je ne voulais pas de Marine Le Pen. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai ? Et qu'est-ce qu'on a ? Je l'avais même dit à votre antenne une fois. Oui. On a quelqu'un qui, sur la question des migrants, fait la même politique qu'un ministre fasciste italien ferme les ports aux migrants. J'ai le sentiment surtout, il ne change rien aux politiques qui désespèrent les gens. Donc vous serez candidat aux européennes ? Oui. Je ne suis pas de ce genre de généraux qui envoient... Non mais attendez, de genre de généraux qui envoient tout le monde au combat et qui restent en deuxième ou troisième ligne. Je m'y engagerai totalement. Mais je vais vous dire, à cette étape, nous avons lancé une démarche originale, je le crois, et qui nous vaut d'avoir quelques centaines de candidatures. Nous avons dit que nous ferons une liste citoyenne. C'est que nous avons invité des citoyens à être candidats. Sur nos listes, nous avons dit, ce qui importe dans cette affaire, c'est pas d'être intoxiqué par la Ve République. Le problème de la gauche, c'est qu'elle a un trop plein de chefs, il y a trop peu d'idées. C'est qu'on fasse des élections européennes le moment où les questions centrales, la transition écologique, le rapport au travail, la révolution numérique, qu'est-ce que ça va changer à notre travail et est-ce que ça va pas nous amener à avoir moins de travail ? Le financement de notre protection sociale, comment on lutte contre cette concurrence entre les États dans l'Europe qui se font la concurrence à coup de je paye moins bien mes salariés, je fais payer moins d'impôts aux sociétés, etc., etc. Tous ces combats, on veut qu'ils soient représentés au cœur du Parlement européen, donc sur nos listes. Et c'est cette démarche-là que nous avons engagée. Et vous serez en première ligne. Et en tout cas, je m'y engagerai totalement. On verra à la fin. Oui, mais je vous dis, je m'engagerai. Je ne vois pas, comme vous l'avez dit, je ne vois pas derrière. Derrière vos troupes. Je serai en première ligne, et totalement engagé. Il n'est pas question, une seule seconde, que dans cette bataille-là, je sois à la périphérie de ce que je considère essentiel. Pour une raison simple, là encore,
Je fais de la politique parce que je pense à mes enfants, moi. Et je me dis, nous sommes en train de leur laisser un monde irrespirable sur le plan du climat. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire dans 20 ans si elles m'interrogent sur mes responsabilités? Et j'ajoute, j'ai pas envie. Je amenais ma petite fille qui étudie à l'école, mes 2 petites filles, d'ailleurs en primaire, évidemment 14-18 cette année, et je lui donnais une photo de mon arrière-grand-père, un de mes 2 arrière-grands-pères qui a fait la Première Guerre mondiale. Et elle était très contente d'emmener photo de ce monsieur moustachu, breton, de Plougastel-Daoulas qui avait fait la guerre. Et on parlait de ça. Et je me disais, c'est une chose de dire que l'Europe se disloque, c'en est une autre de ne rien faire pour interrompre cette dislocation. Et il me semble aujourd'hui que dire, en dépit des mauvais vents, en dépit des mauvaises humeurs, coopérer entre les peuples est central. Coopérer entre les peuples, c'est même l'essentiel. Parce que la compétition entre les nations, en plus de la compétition entre les individus, c'est la loi du plus fort et ça ne nous mènera nulle part. Moi, c'est la leçon que je tire de l'histoire et c'est pour ça que je continue, même si je suis anti-libéral, à être farouchement européen. Merci Benoît Hamon d'être venu nous voir ce matin. RMC BFM TV.